Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En fait, les réparations pour l'esclavage sont un concept de justice qui voudrait que des indemnisations soient versées aux descendants d'esclaves d'Afrique subsaharienne qui ont été les victimes de la traite négrière. Ce concept n'a jamais été concrétisé. Mais à quand donc les réparations pour les crimes de l'esclavage? Suivons maintenant le décryptage de cette situation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Afrique, traite négrière, à quand le processus de reconnaissance et du procès en réparation? C'est notre grande interrogation. La question des réparations de l'esclavage, de leur justification et de leurs modalités a connu sa première médiatisation d'envergure en France au tout début du quinquennat de François Hollande à l'été 2012, lorsque des associations comme le CRAN, CRAN, Conseil représentatif des associations noires, ont porté la cause devant le cabinet du Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault. Si ce moment politique cristallisait encore et assurément un enjeu jusqu'alors largement ignoré, eh bien, du grand public, ce problème connaît une carrière plus ancienne. La controverse date en fait de la seconde abolition de l'esclavage en 1848. Mais de manière inversée, pourrait-on dire, lorsque des indemnités sont versées non pas aux esclaves eux-mêmes ou à leurs descendants, mais aux plus riches planteurs pour le préjudice économique subi du fait de la sortie du système esclavagiste. Jusqu'à une période très récente, les éventuelles réparations en faveur des descendants d'esclaves ont été largement absentes du grand public et surtout du débat public et ignorées par l'Occident. Même en 1983, au moment du vote de la première loi de commémoration de l'abolition, il faut le dire comme ça, de l'esclavage, cette question ne se pose pas vraiment dans les assemblées parlementaires. L'année décisive qui marque un tournant est sans nul doute 1998, à l'occasion des commémorations officielles du 150e anniversaire, il faut le dire comme ça, de l'abolition de l'esclavage. C'est dans ce contexte commémoratif que l'on voit poindre en France métropolitaine et ultramarine, au sein d'associations porteuses de la mémoire, il faut le dire, de l'esclavage, de nouvelles problématisations à travers lesquelles les réparations font l'objet d'une attention particulière. Peut-on réparer ce qui est parfois présenté comme l'irréparable tant le crime est immense? C'est notre grande interrogation. Peut-on établir une juste mesure entre le préjudice subi et les réparations attenantes? Là encore, nous nous interrogeons. Quelles doivent être les modalités légitimes pour réparer moralement à travers des actes symboliques de reconnaissance, il faut le dire comme ça, du crime et de la souffrance, culturellement, à travers l'enseignement et les politiques culturelles, matériellement, aide au développement, effacement de la dette, indemnisation individuelle. Qui doit réparer, il faut le dire, les anciens États négriers, les entreprises qui ont profité de la traite, à qui attribuer les réparations? Aux États africains, aux descendants d'esclaves, aux anciennes colonies esclavagistes. Voilà autant de questions qui surgirent en 1998, moins initialement, dans des milieux médiatiques et politiques qu'au sein de publics éclairés. Les conséquences de la traite des Noirs par l'Occident, il faut le dire, sont énormes. Ce sont des dizaines de millions de personnes qui ont été vendues comme esclaves. D'autres millions ne sont jamais arrivés à destination pour cause de maladie ou tout simplement jetés dans la mer. Avec 110 millions d'habitants, l'Afrique représentait 20% de la population mondiale en 1600. Vous l'avez bien compris. Eh bien, on parle 3 siècles plus tard, en 1900, avec 140 millions d'habitants, elle n'en représente plus que 8,4%. Affaiblissement aggravé pour l'économie, car des hommes et des femmes jeunes ont été soustraits au système de production, il faut le dire, local. Royaume du Congo en Afrique centrale et de l'Ouest, dès 1514, des enlèvements de citoyens du royaume pour être vendus aux Portugais suivaient un rythme effréné menaçant l'ordre social et l'autorité du roi. En 1526, Afonso, roi du Congo, écrit au Portugal pour se plaindre du fait qu'il y a beaucoup de commerçants dans tous les coins du royaume. Il amène la ruine du pays. Tous les jours, des gens sont réduits à l'esclavage et raptés, même des nobles, même des membres de la famille royale. Eh bien, cette rupture de l'ordre et de la loi fut en partie responsable de l'affaiblissement et finalement, il faut le dire, de la chute de cet État anciennement puissant. Pour beaucoup des autres ethnies bantouphones, des États stables ont existé auparavant, mais le temps que la traite soit abolie, peu des anciens États existaient encore. Oui, il y avait les États sur le continent africain, il y avait des royaumes, mais malheureusement, avec la traite négrière, tout ceci a disparu.
Qui doit payer la note? A-t-on oublié la mémoire des millions d'hommes et femmes capturés, vendus tels des bétails, violés, exposés comme des marchandises? Ces millions d'hommes et femmes qui ont fait de l'Occident ce qu'il est aujourd'hui à force de bras. N'est-ce pas un crime contre l'humanité? Un crime contre une race? On parle bien sûr d'un crime contre l'humanité, contre la race noire. Voilà pourquoi nous posons sur la table ce matin, Afrique traite négrière, à quand le processus de reconnaissance du procès en réparation? Honorable Marlise Labelle, je vais me tourner vers vous. Jusqu'à preuve de contraire, on a déclaré qu'il y a eu le génocide juif, il y a le génocide arménien, mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a jamais reconnu la traite négrière comme étant, il faut le dire, un crime contre l'humanité. Merci beaucoup et je vais profiter du micro que vous me tendez pour dire merci à tous ceux qui ont participé au challenge qui a été suscité hier sur le 6 avril. 6 avril 1984. Oui. Et merci vraiment à ceux qui se sont prêtés à ce jeu. L'objectif était qu'on parle de quelque chose qui nous est commun, que nous avons partagé, que nous avons vécu ensemble, qui était douloureux, parce que les peuples vivent des choses douloureuses, mais qu'on en parle pour exorciser et surtout pour célébrer le fait qu'au-delà de la douleur, qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, le peuple camerounais a su continuer à cheminer ensemble, à bâtir ensemble, à construire ensemble. Évidemment, il y a quelqu'un qui s'est occupé d'organiser tout cela, c'est le président Paul Biya, mais chacun de nous également y a mis du sien. Toutes les communautés ont contribué à ce que cette épreuve difficile soit plutôt pour nous l'occasion de gagner en maturité et de vivre ensemble, de continuer à vivre ensemble. C'était ça l'objet de ce challenge. Maintenant, pour revenir à la question qui nous concerne, sur ce plateau ce matin, effectivement, c'est un problème d'abord de dignité. Oui. C'est un problème de dignité parce que si les Juifs ont réussi à faire de l'Holocauste antisémite, c'est ça, un combat, j'allais dire quotidien, et qui interpelle chaque Juif, nous n'avons pas réussi à faire de l'Holocauste nègre quelque chose qui soit reconnu, accepté par les autres. Peut-être parce que nous-mêmes, nous vivons dans le déni. Nous faisons un peu comme si ça n'avait pas vraiment existé. Et pourtant, cet esclavage explique tous les déboires qui vont être les nôtres tout le long du cheminement, depuis des siècles. Je pense que ça a duré 4 siècles, c'est ça? À peu près 4 siècles. 4 siècles, voilà. C'est quand même énorme. 4 siècles. Et ça nous a rétrogradé, ça nous a fait rentrer en brousse pour nous cacher. Et du coup, toute l'évolution, toutes les technologies, toutes les connaissances que nous avions déjà engrangées tout le long de notre existence sur la Terre a été comme effacée. Et nous sommes redevenus pratiquement des êtres primitifs avec très peu de capacité de réaction par rapport à notre environnement. Bon, on dira, c'est maintenant de l'ordre du passé. Mais les séquelles sont là. Et en racontant cette histoire à nos enfants, à nos petits-enfants, pas pour leur apprendre la haine, comme disait... Adekise Fanga. Oui, pas pour leur apprendre la haine, mais pour leur dire que ça existait et que parce que ça existait, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont une exigence à avoir vis-à-vis des Occidentaux, vis-à-vis des Européens. Et cette exigence, c'est effectivement la reconnaissance et la réparation. La reconnaissance et la réparation. Jusqu'à preuve de contraire, on parle de dignité, Paulela. Dignité pour l'Afrique, dignité pour la pensée, historique même, il faut le dire comme ça. Alors, pour moi, sur ce sujet, comme sur d'autres qui concernent le retour en dignité de l'Afrique et sa renaissance, je le dis, je l'ai souvent dit, au risque de nager contre courant, mais je l'assume, c'est que la dignité, le respect ne se commande pas. Ça ne se négocie pas. Et la vérité historique non plus. Alors, avant de revenir sur cet aspect qui pour moi est essentiel,
Faisons un saut dans l'histoire, puisqu'il s'agit de l'histoire, la traite négrière, l'esclavage, la colonisation. Je vais déjà préciser que quand on délimite la traite négrière et l'esclavage, notamment l'esclavage occidental, donc des Noirs, en Europe et aux États-Unis notamment, et en Amérique latine également, on oublie souvent que la colonisation est une forme d'esclavage, tout simplement plus subtile, entre guillemets, améliorée pour les esclavagistes, et le néocolonialisme n'est que le prolongement de la colonisation. Ce sont les méthodes qui changent, mais en réalité, les objectifs et les acteurs restent les mêmes. D'un côté, les prédateurs, les dominants, et d'un autre côté, les victimes, les esclaves. Cela signifie finalement que l'esclavage n'est jamais fini alors? L'esclavage n'est jamais fini, il s'est muté. Quand il est à l'époque de l'esclavage, entre le 15e et le 19e siècle, on déportait les Noirs parce qu'ils étaient forts et parce qu'il fallait de la main-d'œuvre. Je rappelle que quand l'esclavage commence, c'est dans une situation où l'Europe est dans une paupérisation accentuée du fait de la guerre des 100 ans et de la peste noire qui a décimé près de la moitié de l'Europe, et qu'il se retourne, en commençant par le Portugal, ensuite l'Espagne et toute l'Europe ensuite, et les États-Unis après, il se retourne vers l'Afrique justement comme une action ultime et salutaire pour les sauver de leur misère extrême. Et que justement, c'est du fait de l'esclavage que l'Europe précisément et l'Occident ensuite va retrouver une santé économique, financière, sociale, sociétale et culturelle. C'est à partir de l'esclavage que l'Europe, sur la base d'une recapitalisation de son économie, va recommencer à exister. Et donc, après cette période, vous connaissez le fameux passage en anglais qui est beaucoup plus pertinent, de plantation, from plantations to plant. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, on parle des plantations parce que quand on parle aujourd'hui du Fordisme de Fayol qui aurait créé, inventé le travail à la chaîne, ça me fait doucement rigoler. Il faut que les Noirs commencent à s'approprier de leur histoire. C'est avec la traite négrière et l'esclavage que ces mécanismes ont été développés et que les Européens ont découvert ce qu'on appelait le travail à la chaîne. Et pour donc optimiser le rendement de ce travail à la chaîne, ils sont passés à ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrialisation et qu'on présente comme étant la source de la richesse prétendue actuelle de l'Occident, en tout cas de leur prospérité apparente d'aujourd'hui. Mais en réalité, c'est précisément parce que les Noirs, par l'esclavage et par la main-d'œuvre gratuite et par le pillage systématique des richesses sur le continent, ont contribué à 99,99% à la création de ces richesses et donc à l'augmentation du capital qui a permis l'industrialisation, donc la mécanisation, notamment en Angleterre à partir du XVIIIe siècle, et qui a donc fait de ce que l'Europe est aujourd'hui. Alors, l'Europe et l'Occident. Alors, quand on convoque ces faits historiques et qu'on se rend bien compte de façon factuelle et de façon honnête intellectuellement, que l'Afrique, les Africains ont, par le canal meurtrier, criminel et abject de l'esclavage, fait de l'Occident ce qu'est l'Occident aujourd'hui, qui se pavane et qui aujourd'hui s'érige en donneur de leçons, en question de droits de l'homme et de tout ce que vous voulez entendre. En réalité, on se rend compte que quand on convoque ces faits-là, on ne peut pas uniquement parler de réparation d'un point de vue moral, parce que je rectifie un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que l'esclavage en tant que crime contre l'humanité a bel et bien été reconnu comme tel, notamment, et c'était les premiers d'ailleurs, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, en 2001 avec la loi Taubira, qui, il faut le dire, et il faut rendre à chacun ce qui lui appartient, s'est battu pour obtenir... C'est battu, mais ce n'est pas officialisé, hein, il faut le préciser d'ailleurs. Mais au moins... C'est pas encore officialisé. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas aimé ça. On a refusé d'ailleurs ça. D'accord. D'accord. Elle a parlé, mais bon, elle a dit qu'il faudrait que ça soit le cas, mais c'est jamais devenu le cas. D'accord. En tout cas, ce qu'il faut, ça peut faire l'objet d'un autre échange, d'un autre débat. Excuse-moi, il y a quand même la loi, tu as raison. Il y a une loi Taubira qui reconnaît, il y a une loi Taubira de 2001. Elle n'a pas été portée. Ça va coûter justement la sortie du gouvernement français, il ne faut pas également l'oublier. Alors, moi, je veux rester sur les faits, sans me réjouir outre mesure de ces faits-là, mais il faut qu'on parte bien sur une base factuelle. Et l'une des bases factuelles, en termes de crimes contre l'humanité, la loi Taubira a permis que ce soit reconnu comme tel. Alors, quand je dis ça, je dis que ça ne suffit pas
l'aspect moral ne suffit pas, l'aspect de reconnaissance morale du préjudice ne suffit pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le fait de dire oui, on vous a fait du mal, on vous a fait du tort, c'est vraiment très grave. Cet aspect moral ne peut pas s'arrêter sans qu'on ne parle de réparation effective, puisqu'il y a bien une dimension économique et financière et sociale derrière. Vous avez le président Emmanuel Macron qui, en 2017, pendant qu'il était en campagne électorale et qu'il se retrouvait du côté de l'Algérie, a déclaré que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais au-delà des effets d'annonce, on ne peut pas se contenter des déclarations. Alors, vous avez à la suite de cette déclaration quand même quelque chose qui est assez extraordinaire, mais révélateur de la pensée fondamentale de l'Occident, et en tout cas de ceux qui les représentent, puisque je vous rappelle que un des candidats à cette campagne présidentielle française en 2017, François Fillon, et d'autres de la classe politique française se sont offusqués de cette déclaration d'Emmanuel Macron en disant que ce n'était pas digne d'un candidat à la présidence de la France de reconnaître que, de dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Et François Fillon l'avait dit que justement c'était ne pas assumer l'histoire de la France. Donc vous vous rendez compte qu'au fond, il y a bien une volonté de déni et que justement même cette loi Taubira et même cette déclaration ne sont faites qu'en réalité pour c'est du saupoudrage, pour en fait endormir les consciences, mais on ne peut pas se contenter de simples déclarations. Je vous rappelle également qu'en 1865, à la fin de la guerre de sécession, Abraham Lincoln annonce que les Noirs, anciens esclaves, seraient indemnisés et dédommagés. Vous savez de quelle manière ils devaient être indemnisés et dédommagés? C'était environ 4 millions de Noirs, anciens esclaves, qui devaient être indemnisés donc et dédommagés. Et Abraham Lincoln annonce que, on est en 1865, annonce que les Noirs recevront 16 hectares de terre pour 4 millions de personnes, tenez-vous bien, et une mule. Donc, une bête, chacun devrait recevoir une bête comme... Si ce n'est pas de l'insulte aux intelligences et à la mémoire africaine, je ne sais pas ce que c'est. Je convoque tous ces éléments pour vous dire que, au-delà des vœux pieux, ça ne suffit pas de dire on fait notre mea culpa. Il y a une incidence que les générations d'aujourd'hui subissent encore jusqu'à présent. Parce que c'est bien beau de dire on s'excuse. Mais aujourd'hui, votre prospérité que vous prétendez et que vous exposez de façon ostentatoire, et en même temps que vous présentez la misère à suffisance des Africains sur vos chaînes de télé pour les dénigrer et pour les décrédibiliser, vous oubliez que les générations d'aujourd'hui continuent de subir les affres de cette colonisation, de cet esclavage, de ce néocolonialisme qu'on vit encore aujourd'hui. Alors, je vais convoquer un des faits qui est très révélateur de ce qui est tout simplement inacceptable. Prenons le cas de Haïti. Je vous rappelle que Haïti, aujourd'hui, dans le classement Banque mondiale, c'est l'un des pays les plus pauvres de toute la planète. Et je vous rappelle que la pauvreté, la paupérisation, le banditisme, l'insécurité et tous les fléaux qui existent aujourd'hui à Haïti sont précisément le fait de la spoliation de la France de Haïti par la France et du caractère criminel des mesures qui ont été prises de façon totalement inconcevable à l'encontre même de ce qu'ils considèrent comme étant les droits humains. Je vous rappelle que en 1793, officiellement, c'est la fin de l'esclavage en France. Oui. Mais qu'en 1802, Napoléon Bonaparte, sous la pression des esclavagistes, rétablit l'esclavage. Parce qu'en fait, il veut sauver sa tête. En 1804, grâce à Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, Haïti est le premier pays indépendant et libéré de l'esclavage. Alors, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer par la suite. Extraordinaire et révoltant. Et il faut que les Africains connaissent leur histoire. Parce que si vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas de repères, et en réalité, vous ne pouvez pas vous projeter. En 1825, sous Charles X, la France exige que
pour reconnaître l'indépendance de façon officielle de Haïti, il faut que Haïti paye, indemnise la France. C'est la première fois dans l'histoire du monde, parce que dans d'autres pays, ce qui se passait, c'était que c'est l'État qui indemnisait les anciens esclavagistes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous êtes esclavagiste, vous avez torturé, tué, violé, pillé. On décide que c'est la fin de l'esclavage, pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Ce n'est pas parce qu'ils étaient magnanimes, ils n'ont pas décidé qu'on nous parle de Victor Schœlcher, le héros, parce qu'il a décidé à faire il est abolitionniste de l'esclavage. Mais ça me fait rigoler. Et il y a des Africains qui croient à ces conneries, à ces mensonges. L'esclavage a été arrêté parce que ça commençait à coûter cher à l'Europe, puisqu'ils avaient déjà industrialisé et mécanisé donc leur économie. Point barre. Et aussi, à la suite des révoltes sanglantes avec Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines à Haïti, ça devenait, ils avaient créé un effet boule de neige et partout où il y avait de l'esclavage, les esclaves se révoltaient, ça devenait sanguinaire, ça devenait extrêmement dangereux et plein d'insécurité pour les esclavagistes. Voilà comment l'esclavage s'arrête. Ce n'était pas parce qu'ils ont été frappés, illuminés par philanthropie, par amour. Un esprit de philanthropie. Alors, quand vous vous rendez compte de cela, vous vous souvenez que sous Charles X, donc, en 1825, la France impose que Haïti indemnise la France et c'est la condition sous laquelle la France va reconnaître l'indépendance de Haïti. Mais Steve, quand j'entends ces gens nous parler des droits de l'homme et nous donner des leçons de morale, je suis hors de moi. Parce que c'est un des actes les plus criminels que l'histoire du monde ait jamais connu. Parce que voilà Haïti qui se retrouve en train de devoir payer 150 millions de francs or à l'époque. Et 20 ans après, en 1838 ou 1848, je ne me rappelle plus très bien, ça a été revu à la baisse parce que Haïti ne pouvait pas payer. Ce n'était juste pas possible. Vous sortez d'un pillage systématique de pendant près d'un siècle, plus d'un siècle, et on vous demande de rembourser les esclavagistes qui vous ont pillé, qui vous ont tué. Comme si cela ne suffisait pas, c'est ramené à 90 millions de francs or. Aujourd'hui, ça équivaut, quand on ramène ça en euros d'aujourd'hui, à 17 milliards d'euros. Et en dollars à 21 milliards de dollars. Haïti a passé une cinquantaine d'années à rembourser ses frais. Mais vous savez comment ils ont fait pour rembourser cela? La France a exigé que Haïti emprunte l'argent sur le marché financier et bancaire français, a ajouté des intérêts sur ce montant-là et a donc fait payer Haïti pendant toutes ces décennies. Voilà le caractère le plus abject de ceux qui veulent lui donner des leçons d'humanité et de droits de l'homme. Mais, M. Steve Ngos, aujourd'hui, ce que Haïti est aujourd'hui, c'est du fait justement de cette injustice et ce caractère immoral de la France et des anciennes colonies. Je vous rappelle que Jean-Bertrand Aristide, en 2004, est débarqué par la France et les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il met sur la table l'injustice de ces 21 milliards de dollars qui ont été exigés pour être remboursés. Et il dit, vous devez nous rétrocéder. Chaque année, il faut bien préciser ça aux téléspectateurs. Donc, vous vous rendez compte que on est dans une mascarade qui n'a pas de nom. Mais parallèlement, vous avez, l'honorable a parlé de ça tout à l'heure, vous avez, sans faire un concours de bourreaux, vous avez la communauté juive qui s'est systématiquement fait rembourser partout où il y avait eu rubis sur ongle, il faut bien préciser. Rubis sur ongle, partout où il y avait eu des traces visibles et invisibles de l'Holocauste de Shoah. Ils se sont fait rembourser rubis sur ongle. Je vous rappelle que les pays jusqu'à ce jour occidentaux se battent, se bousculent pour dire nous aussi on veut rembourser on veut payer le préjudice, on veut rembourser, indemniser les juifs. Les gens se bousculent à la porte pour le faire. Alors, pour ne pas monopoliser la parole trop longtemps, en 2 minutes, il faut bien se demander qu'est-ce qu'on fait. Je vous rappelle aussi, rapidement en passant, à la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'aux États-Unis, précisément, tous les esclavagistes ont été indemnisés. En France, pareil. Au Portugal, en Angleterre, en Espagne.
Tous ont été indemnisés. C'est-à-dire que c'est le bourreau qui devient la victime et c'est la victime qui devient coupable. Et à un moment donné, il faut bien se demander, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est justement ça la grande interrogation. Et je termine cette partie par là, oui, qui est essentielle. Et je vais vous surprendre. J'ai commencé mon propos et j'ai promis par quelque chose et j'ai promis de terminer par là. Et je vais être fidèle à cette promesse. Et je vais surprendre plus d'un parmi ceux qui nous écoutent. Steve, on ne commande pas le respect. On ne commande pas la dignité. Elle s'impose. Il faudrait que les Africains le comprennent. Quand vous demandez, remboursez-nous aussi, il y a un problème. Ça veut dire que, ok, les Juifs, on les a remboursés, on les a indemnisés, et puis vous vous trouvez aussi, mais en fait, vous vous réveillez, pourquoi pas nous aussi? Il y a un problème dans la démarche. Il n'y a pas un problème dans le fond, parce que j'ai expliqué tout à l'heure que la richesse réelle et prétendue de l'Occident aujourd'hui, c'est précisément les Africains. C'est totalement et entièrement les Africains, tout le monde le sait. Et donc, de fait, la paupérisation de ces pays, j'ai pris l'exemple d'Haïti, doit être pas seulement un vœu pieux en disant ouais on est désolé et tout ça. Être désolé ne va pas réparer les blessures encore béantes tant que le contentieux historique avec ces pays-là n'est pas vidé, notamment avec la France et l'Afrique francophone. Alors, on ne commande pas la réparation, on ne dit pas ouais pensez aussi un peu à nous, soyez humains. Ils ne seront jamais humains parce que ce n'est pas dans leur ADN. Donc vous ne pouvez pas demander à des gens qui vous esclavagisent, mais vous-même vous ne voyez pas que c'est pas bien ce que vous n'avez fait là. Bon, vous-même, ça n'a pas de sens. Alors quand je dis que le respect s'impose, et je termine, quand je dis que le respect s'impose, c'est parce qu'il faut toujours prendre référence sur les autres. Je suis avec un pasteur ici, et il ne s'agit pas de se dire, non, vraiment, ces gens sont tellement mauvais, on est tellement contre eux qu'il ne faudrait pas qu'on prenne exemple sur eux. La Bible prend exemple même sur le serpent. Soyez prudents comme des serpents. Ça veut dire qu'on peut tirer exemple et suivre les méthodologies qui inspirent quelque chose de bon. Et c'est quoi la méthodologie juive? J'y arrive. Mais c'est tout simplement que ils ont commencé d'abord, par assumer leur authenticité en tant que peuple. Leur authenticité en tant que peuple sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan historique. Ils ont une ossature forte. Ils ont une colonne vertébrale culturelle, spirituelle, sociale et sociétale extrêmement forte. C'est de là que vient le mot diaspora. Ils ont beau être dispersés, mais ils sont extrêmement forts. Et ils ont pu, par la force de leur détermination et de leur travail, imposer le respect. Je ne vous apprends pas qui détient la finance mondiale. Et si je détiens la finance, c'est que ce que je vous dis, vous faites. Sur le plan historique, j'étais en Israël il y a 5-6 ans. J'étais impressionné. Parce que, comme je dis, il faut prendre ce qui est bon là où ça se trouve. Je vous assure, le peuple d'Israël, au-delà d'être travailleur, je le dis parce que c'est un fait. Tous ceux qui y sont allés l'ont vu. Israël n'a pas une seule once de ressources en termes de sol, de sous-sol. Même la mer morte, là, la mer morte, ça s'appelle mer morte justement parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais les plus grands producteurs d'essence, de parfums et de cosmétiques, ça vient de cette boue de la mer morte. Alors, je suis arrivé dans un de leurs musées, dans un de leurs mémorials, et j'étais impressionné. On vous récite le nom de toutes les victimes par million chaque seconde. Et tous les enfants, les parents, ils vont avec leurs enfants de 2 ans, de 3 ans. Vous croyez qu'un peuple comme ça, qui s'imprègne de son histoire et qui est rentré dans son histoire et qui se l'approprie de cette manière-là, peut être balancé comme ça par les vents? Et je vous repose la question. En termes d'authenticité culturelle, où est l'Afrique? En termes d'authenticité spirituelle, où est l'Afrique? En termes d'appropriation de son histoire, où est l'Afrique? Quand on parle de l'esclavage, de la colonisation pour raviver et pour rallumer les cerveaux des Africains, qui s'oppose en premier? C'est les Africains qui vous disent vous faites de la victimisation. J'entends ça tous les jours. Oh, c'est pas nécessaire. C'est les Africains qui vous disent non, on a besoin des Blancs, il faut qu'ils viennent nous sauver, on ne peut pas s'en sortir. Alors comment on peut consentir à respecter un peuple, à l'indemniser, malgré les tortures, les mutilations, les atrocités qu'il a subies, si ce peuple lui-même ne se respecte pas et ne s'assume pas? C'est par là que je termine sur cette question
et peut-être qu'on aura l'occasion d'y répondre. Justement, on vous comprend parfaitement, hein, Paul est là. Merci pour tout cet argumentaire. André Christelle Fanga, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait pertinemment aujourd'hui que du côté de l'Occident, on ne parle même pas de l'esclavage et que les anciens esclavagistes ont des monuments un peu partout dans les grandes villes? On va les boxer comme Gano a boxé Morsi. Il faut les boxer. C'est un problème chez les Africains parce que parfois on regarde notre adversaire, on croit qu'on va lui faire bisou. Non, on n'est pas là pour les bisouter. On a affaire à un adversaire et il ne va pas s'arrêter. Les États occidentaux sont des sangsues. C'est-à-dire qu'ils ne vivent que sur le dos des autres. Donc, ils vont continuer à vivre. Donc, si un seul instant, même si c'est un combat Goliath contre David, il faut quand même avoir les cailloux. Il faut quand même avoir les cailloux. Ah oui, il faut au moins savoir les cailloux. Donc, aujourd'hui, avec l'Occident, il n'y a plus le langage de la diplomatie. Et d'ailleurs, ils ont même créé cette diplomatie pour nous affaiblir. Pour nous faire croire que non, si vous vous comportez comme ça, parce que c'est eux les premiers barbares, hein, oui. Quand M. Nicolas Sarkozy va bombarder la Libye, ce n'est pas le jeu. Parce que quand quelqu'un va dire que non, quand je dis qu'on va boxer, on va les boxer, c'est comme si c'est des gens, des hommes bien, c'est la bonne race. Elle la disait tout à l'heure, ils n'ont pas ça dans leur gène. Ils ne connaissent que le mal. Parce que des gens ne peuvent pas vivre toute une décennie, des siècles et des siècles, en torturant les autres, en violant les autres, en brisant les vies des autres, les familles des autres. Et on doit les regarder en disant vraiment, faisons la paix, allons doucement. Mais justement, André Christelle Fanga, on a l'impression aujourd'hui que les Africains s'amusent avec leurs bourreaux et aiment d'ailleurs leurs bourreaux. C'est comme si le syndrome de Stockholm a attrapé les Africains. Ou on aime plutôt, hein? Comme si, ou bien c'est le cas. Comme si. Parce que je suis africain et j'essaye de m'éloigner un peu de cette posture-là, comme tous ceux qui sont ici sur ce plateau. J'essaie de m'éloigner de ce syndrome-là pour dire que actuellement, l'Africain ne s'est pas véritablement approprié de son histoire. Parce qu'on devait brûler tous les livres qu'on a mis en service dans nos écoles. Ça ne nous en éduque en rien. C'est le cœur même du mal. C'est le cœur du mal. Et quand vous allez parler, ça on va dire, ah non, celui-là, il est extrémiste. Mais non. Quand on vous raconte que non, Christophe Colomb a découvert, a fait ceci, a fait cela, oh, Charlemagne a dit ceci, ou bien quand Montesquieu a fait, vraiment, quand on te cite tous les auteurs français, les grands philosophes, et les Africains, il faut les voir partout, dans les universités, dans les écoles. Réciter la même chose sur les plateaux de télévision. On récite, on récite, on récite. Mais qu'est-ce que Thomas Sankara a dit? Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop a dit? Qu'est-ce que Patrick Lumumba a dit? Kwame Nkrumah. Qu'est-ce que le roi du Dahomey avait dit? Mais est-ce qu'on peut réciter les Africains comme on récite l'Occident? C'est pas possible. Donc, aujourd'hui, le combat. Vous dites qu'ils ont arrêté parce qu'il y avait les guerres. Non. La plupart des filles blanches sont tombées amoureuses des Noirs. Et même leurs propres femmes. C'est pour ça qu'ils ont vu que mais, si on continue à prendre ces gens-ci, ils vont... Mais la preuve en est, c'est le métissage est arrivé à cause de quoi? À cause de cela, parce qu'en réalité, la plupart de ces esclavagistes se sont retrouvés que leurs propres filles et leurs propres femmes sont tombées amoureux des esclaves. Eux-mêmes, ils étaient justement amoureux des esclaves. Il faut pas également l'oublier. C'est eux qui ont montré la voie, non? En ce moment-là, est né justement ce qu'on appelait les mulâtres et les mulâtresses. Mais c'est eux-mêmes qui ont montré la voie, non? Parce qu'ils s'amusaient. Je te rappelle, Pasteur, que amoureux, bon, je pense que c'est une façon de parler. Parce qu'en fait, on ne tombe pas amoureux d'un meuble. Parce qu'on était des biens meubles. Donc, en réalité, c'était des outils qu'ils utilisaient pour leur satisfaction physique. Ils ont pensé, n'est-ce pas, oui, que c'était un bien meuble, n'est-ce pas, qu'ils pouvaient utiliser comme ils voulaient. Mais subitement, ils ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient pas. Suivez mon regard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que même, la plupart de leurs femmes les abandonnaient pour des Noirs. La plupart de leurs enfants ont créé la révolution dans leur propre maison à cause des Noirs. Et ils ont dit, mais pourquoi continuer à garder ces gens, continuer à les prendre dans leur position alors qu'ils sont en train d'arracher nos femmes, arracher nos enfants? En fait, chaque système a les propres gemmes de sa propre destruction. Oui. Donc le système qu'ils ont mis en place a commencé
a produit des germes qui ont commencé à les détruire. Parce que les Noirs ont commencé à évoluer. Par exemple, aujourd'hui, vous parlez que l'Afrique ou bien les Noirs ne se sont pas appropriés leur véritable culture. Mais dans le monde aujourd'hui, c'est les Noirs qui dominent. Le Noir a créé le rap. Le rap est parmi les plus grandes musiques du monde aujourd'hui. Les Noirs ont créé tout ce que vous voyez aujourd'hui sur le plan culturel, dans le plan au plan sportif. Les Noirs sont au sommet. Même sur le plan technologique. Hein. Sur le plan technologique. Il faut dire également à nos téléspectateurs que la télécommande que vous tenez en main a été fabriquée par un Noir. Mais je vous dis que même sur tous les plans, maintenant c'est la vulgarisation de cela. Et c'est pour ça que la communication est importante. C'est pour ça que nous sommes sur ces plateaux pour dire aux Noirs que vous êtes extrêmement intelligents. Vous êtes tellement fort. On nous dérange un peu avec la communication. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont les satellites. C'est eux qui diffusent au quotidien ce qu'ils veulent. Ils nous disent que non, les Noirs ne sont pas tellement ancrés dans l'histoire, alors que l'histoire ne peut pas se faire sans le Noir. Vous allez aux États-Unis, vous allez faire comment pour enlever les Noirs du système? C'est les Noirs qui commandent en réalité. Donc aujourd'hui, nous devons réveiller cette Afrique, ces Noirs-là, pour leur dire que nous n'avons pas besoin de commander la dignité, nous devons l'imposer. L'imposer comme Nganou l'a fait. Excusez-moi de prendre toujours l'exemple de Nganou, parce que c'est le modèle que les jeunes du quartier peuvent vite comprendre actuellement. Il faut qu'on prenne des référentiels sur des personnes qui sont en train de s'imposer dans le système mondial aujourd'hui. Il faut s'imposer, si c'est par la force, parce que quand on parle de la force, ce n'est pas la force simplement des bras. Vous comprenez, l'intelligence, la création et tout le reste, là, nous devons nous imposer avec tout ce que nous avons, tout le potentiel que nous avons. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce potentiel-là est obscurci par les Occidentaux. Parce qu'en réalité, on ne veut pas que le Noir soit visible, qu'on dise que non, le Noir est capable de faire, ou bien il a fait telle chose, telle chose, telle chose. Les mathématiques, vous le savez bien, le professeur Mbelek vous le démontre ici tous les jours, que les mathématiques, ça vient d'Afrique, et tout ce système et tout le reste là. Oui, les Juifs ont su capitaliser ce qu'ils avaient. Ils se sont mis ensemble. Mais c'est la plus grande chose que les Africains n'arrivent pas à faire aujourd'hui, se mettre ensemble. Que les Africains, les Noirs, parce que même ceux qui sont aux États-Unis sont des Noirs, ils sont des Africains. Que ce soit les Noirs des États-Unis, d'Europe et de tout le reste, doivent revenir dans leur continent, s'approprier de leur histoire pour combattre vraiment ce blanc-là. Parce qu'en réalité, si nous ne nous mettons pas ensemble, nous n'allons pas réussir. C'est pour ça que nous appelons de toutes nos forces cette diaspora. Et je pense que les politiques ont compris, certaines politiques africaines ont compris pourquoi il faut faire appel à cette diaspora qui a construit l'Europe pour revenir bâtir l'Afrique et pour aller à la reconquête du monde. Et sachez que si on ne va pas commander, on ne va pas demander réparation comme ils vont réparer eux-mêmes cette histoire. Parce que la vérité, c'est qu'ils vont se retrouver dos au mur. Parce que la France, comment elle est partie là, c'est fini pour la France. Hein? La France ne va plus exister bientôt. Hein? Parce que tel que c'est parti d'ici 2030, avec toutes ces anciennes colonies qui vont se rebeller, parce que même les Ouattara là, vont disparaître bientôt. Ça, c'est pour quelques questions de quelques temps. Ils vont disparaître. Quand tous ces 14 États vont prendre leur liberté, la France va disparaître du chéquier, de la position qu'elle occupe actuellement. Et ça, elle sera obligée de taper les mains maintenant pour commercer, pour échanger avec les Africains. Donc, il faut que nous apprêtons. L'histoire est cyclique. Ils ont eu ce qu'ils ont eu pendant des siècles. Leur moment de gloire. Leur moment de gloire. Et l'Afrique devra avoir également son moment de gloire. Mais le moment de l'Afrique est en train d'arriver. Ça, c'est clair. Et elle est même déjà là. Parce que la vérité, c'est que tous les yeux du monde sont fixés vers l'Afrique. Et si nous ne nous apprêtons pas à les accueillir, parce que nous sommes quand même socialistes, nous aimons bien accueillir les autres, pas pour qu'ils viennent encore avec les armes ou bien ils viennent encore avec la force, parce que nous serons extrêmement forts à ce moment-là et nous allons bien les accueillir, on va leur donner des terres, on va leur donner des positions où ils peuvent manger et vivre tranquillement et en paix. Honorable Marlise Oualabel, tout le monde est d'accord avec un fait, il faut s'imposer et il faut imposer. Jusqu'à preuve de contraire, pendant l'esclavage, on considère que le noir était un bien meuble, finalement esclave, on a fini par dire qu'il est esclave. Lui-même se considère aujourd'hui comme un moins que rien, parce que jusqu'à preuve de contraire, honorable, n'allez pas me le démentir, plusieurs s'abaissent toujours devant le noir. Si un blanc, devant le blanc. Si jamais un blanc entrait dans cette salle, dans ce studio aujourd'hui, oh oui, jamais ce matin, tout le monde va forcément s'incliner. Est-ce qu'on va s'en sortir avec ce genre de mentalité? Alors,
Monsieur Hila, à l'entame de nos échanges, m'a fait de jolis compliments et je vais lui en faire aussi parce que il nous a permis de vraiment planter le décor et je pense que les téléspectateurs ont bien compris le véritable sujet avec l'illustration, les illustrations historiques qu'il a bien voulu nous rappeler. Merci. Et évidemment, là où monsieur est là, vous devez faire un peu attention, c'est que effectivement je suis une maman très africaine et très maternelle, mais en même temps l'adrénaline monte de temps en temps. Très rapidement. On vous comprend. C'est rassurant. Et là, mon adrénaline monte parce que je voudrais amener deux idées fortes ici. La première, c'est que je crois qu'il n'y a pas de peuple ange et de peuple diable. Absolument. Non. Absolument. Il n'y en a pas. Je crois aussi que s'il est vrai que nous avons été les pharaons de l'Égypte antique, nous n'avons pas été parfaits non plus. Et que nous avons eu des peuples qui se sont... Le peuple juif, par exemple, qui a été maltraité. Donc, je ne pense pas que ce soit véritablement une affaire de ADN. C'est une affaire, à mon avis, de conjoncture, d'environnement. Comme il disait, il fallait bien qu'ils survivent et ils ont trouvé la solution la plus terrible, celle qui est de déshumaniser des hommes et des femmes, de vider tout un continent de toute sa substance, de toute sa ressource humaine vigoureuse, intelligente. Ça a été vraiment terrible. Mais il n'y a pas, à mon avis, de peuple bon et de peuple mauvais. Je partage. Voilà. Maintenant, en ce qui nous concerne, je crois que nous avons le devoir pour être en quelque sorte dans le leadership de ce que doit être la nouvelle Afrique, de faire en sorte que nos enfants acquièrent cette dignité. Et ça passe par l'éducation et l'instruction. Absolument. Dans nos programmes scolaires, il faut absolument que depuis la maternelle jusqu'aux universités, ces humanités soient transmises aux enfants. Absolument. C'est comme ça qu'on les construit. C'est comme ça que ce que les psychologues appellent l'identification devient positive. Parce qu'effectivement, nous avons tendance à nous identifier à ce que nous ne sommes pas. J'ai eu le compliment de monsieur Hila qui dit qu'il aime bien que je me mette toujours à l'africaine. Oui, dans l'esprit, dans l'esprit, oui. Mais je ne suis pas complètement satisfaite parce que quand je regarde l'étoffe que je porte, je ne le produis pas. Je ne dis pas qu'un notre monde africain doit être fermé sur lui-même. Non. Nous pouvons emprunter de temps en temps ce que les autres font et qui nous paraît attrayant ou attractif. Mais nous devons produire ce que nous aimons, ce qui nous sied. Tout n'a-t-il pas justement été emprunté à l'Afrique, à l'Égypte antique? Oui, non, ces étoffes et tout ce qui va avec? Je veux dire aujourd'hui, quand je regarde par exemple l'Afrique, il y a des pays qui sont plus avancés que nous, comme le Ghana, comme en matière de textile. Textile, comme le Bénin. Le Burkina Faso, et tout ça. Et ici, chez nous, au Cameroun, il y a les Grassfields, avec le pays Bamoun, les Bamileke et les gens du nord-ouest, les Bamenda et tous les voisins, qui produisent du textile. Mais ça reste à un niveau tellement rudimentaire que même si la SICAM a emprunté les motifs produits par ces tisserands, on n'a pas pu faire de ces métiers tisserands des industries. C'est un échec pour nous. On doit pouvoir partir de ce savoir-faire pour en faire l'industrialisation nécessaire et vulgariser la production textile
dans notre pays, ça fait partie des fiertés qui peuvent nous aider. Quand je nous vois ici, bon, moi je suis un moindre mal, lui un moindre mal, mais vous deux. Merci de le souligner à Mondo Vision. Parce que l'acculturation a fait que l'adoption du vestimentaire occidental est devenue comme un repère de civilisation. Hein? On est un bon nègre quand on ressemble au blanc. Et comment est-ce qu'on ressemble au blanc? En essayant d'adopter son costume, même s'il fait chaud, hein? La cravate, regarde le passé. La cravate. Eh ben, elle a décidé ce matin. Mais je dirais quand même que même la veste que vous voyez aujourd'hui vient également de l'Égypte antique. On va pas l'oublier. Oui, on vous fera un débat pour nous démontrer. Je vous ferai un débat pour... Allons-y. Je vais continuer pour dire que... Oui. Pourquoi est-ce que l'Occident ne veut pas véritablement reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité? Parce qu'une fois qu'on l'a fait et qu'on l'assume, il faut accepter la réparation. C'est lié. Oh, c'est lié. Donc vous ne pouvez pas accepter que vous avez commis un crime et refuser de réparer. De réparer. Donc c'est la raison pour laquelle, après le combat de Taubira, qui a abouti à la loi, quand ils sont arrivés à Durban, à la conférence de Durban, les Français n'ont pas porté cette loi de Taubira. Ils se sont débinés parce que c'était pas arrangeant pour eux d'accepter cela, comme on dit au quartier, Hoa. Ils ne pouvaient pas, parce qu'après ça, tout de suite, on leur demandait la réparation. Oh, la réparation est normale. La reine d'Angleterre a bien accepté de dédommager les Maoris de la Nouvelle-Zélande. Oui. Ok. Les Japonais ont bien accepté de dédommager les crimes qu'ils ont commis en Asie. Oui, en Chine. En Chine. Comment dirais-je, qui c'est qui a encore fait un acte fort? Bon, les Amérindiens. Les Amérindiens. Ils ont été en partie dédommagés à certaines tribus, 41 tribus qui ont été dédommagées. Donc c'est des choses possibles. Oui. Et ils ont accepté, ceux qui ont accepté, par exemple l'Allemagne a bien accepté parce que les Alliés l'ont imposé, ils ont accepté de dédommager les Alliés à plusieurs millions de marks. Donc, ce n'est pas demander grand-chose. Alors, quand nous l'exigeons, comme il dit, notre posture ne doit pas être une posture de bec à bec. C'est une posture des gens qui veulent entrer dans leurs droits et qui veulent faire respecter leurs droits. Simplement. Donc, il y a du travail à faire, mais je vous jure que ça commence par l'éducation pour inculquer à nos enfants cette fierté, ce désir de montrer que, ok, l'Africain a fait un cheminement difficile, mais cela n'enlève en rien qu'il soit un être humain au même titre que tous les autres, et que si on leur a fait du tort, ce tort doit être reconnu et réparé, et nos enfants doivent porter ça avec fierté et l'exiger avec fierté. Merci beaucoup, honorable Marlise Doualabel. Paul est là lorsqu'on fait le récapitulatif de toutes les personnes qui ont été dédommagées, alors pour toutes les races qui ont été dédommagées, je vous dirais que ce n'est pas la race noire. Ces personnes ont toujours le visage pâle. En fait, jusqu'à preuve du contraire, la seule race qui fait problème, c'est la race noire. Oui, alors, à la suite de ma première prise de parole, je rappelle quand même en répondant à votre question... monsieur, il a excusez-moi. Oui, je voudrais juste m'excuser parce que j'ai omis de citer aussi le Grand Nord. Parmi les grands tisserands. Les grands tisserands qui existent dans le pays. C'est important. C'est important, merci. Merci beaucoup. D'accord. Alors, à la suite de l'entame de mon propos, et en répondant justement à votre question, je vais rappeler quand même, toujours pour le dénoncer en termes de limites et en termes de vœux pieux, c'est que, parce qu'il faut toujours rétablir les faits historiques, c'est qu'il y a, on va dire quand même, et c'est du menu fretin, il y a quand même le 10 mai de chaque année en France, la commémoration de l'esclavage, la traite négrière et l'abolition, qui a été mise en place depuis 2006 par Jacques Chirac.
Il y a également, par contre, ça a failli m'échapper, puisqu'on doit rester dans la rectitude historique Oui. et l'honnêteté intellectuelle. Il y a en juin 2020, l'Union européenne, qui à la suite de l'assassinat qui a fait le tour du monde et de George Floyd aux États-Unis en mai de la même année, l'Union européenne a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ça, c'est acté, c'est des faits qui peuvent être vérifiés. Alors, mais je reviens toujours sur ce que j'ai dit. C'est une chose de reconnaître et de dire, vraiment, on est désolé. Mais en réalité, au-delà de l'acte moral, il y a des conséquences matérielles, il y a des conséquences humaines. Moi, je vous poserai la question, pour les sans vous couper, puisque l'Union européenne l'a reconnu, qu'ont fait les États africains, qu'ont fait les gouvernements africains. J'adore votre question. J'adore votre question, parce que vous êtes dans le sens de moi. C'est pour ça que je pense que vous êtes un génie illuminé qui s'ignore. Mais parce que justement, c'est le sens de... Je prends ça pour aller dans ce sens. Et pour revenir, pour développer un pas après, sur le fait qu'on ne commande pas la dignité. On ne commande pas le respect, on l'impose. Et précisément, sur votre relance, où sont les dirigeants africains? Où est la société civile? Il y a quelques voix éparses qui se présentent, qui se prononcent. Où sont-ils? Où sont nos intellectuels, j'aime bien le rappeler, qui écument nos plateaux avec des gros titres ronflants et qui font du psittacisme livresque de ce qu'on leur a appris et de ce qu'ils ont entendu, mais qui en réalité ne pensent pas par eux-mêmes, mais pensent par procuration et sont dans le fast-food en permanence du prêt-à-penser. Où sont-ils? Parce que c'est bien de dire, oh, il faut aussi quand même, c'est pas bien. Ah, on a indemnisé les juifs, oh, pourquoi nous aussi? Oh, c'est pas bien. Et vous-même pensez aussi à nous. Mais c'est ridicule. À un moment donné, tu ne pouvez pas prêcher une chose par la bouche et prêcher le contraire par les actes. Et c'est malheureusement le propre des Africains dans un certain nombre de domaines. C'est juste impensable et c'est juste inadmissible. On n'est pas dans... On doit sortir de cette spirale émotionnelle qui laisse penser que le bourreau, un jour, parce que Dieu est grand et que Dieu ne peut pas nous abandonner, un jour le bourreau va se lever un matin et dire, mais pourquoi j'ai fait souffrir la victime comme ça? Pourquoi vraiment je m'excuse? Au-delà de m'excuser, vraiment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toi? Ça n'existe juste pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Pour respecter un peuple, puisque j'ai dit que j'allais dire comment je pense que ça peut se faire, pour respecter un peuple, il faut que ce peuple soit fort. On ne respecte que les peuples forts. On ne respecte pas ceux qui passent le temps à pleurnicher et à demander pourquoi on ne pense pas également à eux. C'est à nous d'arracher notre liberté, c'est à nous d'arracher notre dignité, c'est à nous d'imposer notre valeur. Et pour justement parler de dignité et d'imposer le respect, vous avez la fierté et vous avez l'unité. La fierté africaine, je vous demande, je suis curieux et impatient de savoir, elle se trouve où? Elle se cache où, la fierté africaine? C'est vous qui avez pris l'exemple tout à l'heure, si un locoderman là, certains, vous allez voir l'attitude. Mais regardez, moi je vous parle de choses que j'ai vues et que tout le monde ici a vues. Regardez dans nos administrations, ça commence au plus haut sommet. Quand vous demandez une audience à une haute personnalité de ce pays, vous attendez pendant 2, 4, 5 heures. On dit non, il est très occupé ou elle est très occupée, cette personnalité-là. Et dès qu'un occidental arrive là, et parfois même un asiatique, un chinois, en tout cas pourvu qu'il n'ait pas la peau très sombre, la seconde d'après, il est à peine arrivé, il demande comment ça se passe pour être reçu, et on lui demande de la secrétaire le fait entrer. Si ce n'est pas du complexe, c'est quoi? C'est ça la fierté? Bon, quand vous regardez, je vais tirer un peu sur mes sœurs et sur mes mères que j'adore, parce que c'est le symbole, et ça devrait être le symbole de notre fierté et de notre identité culturelle et de nos repères. Mais regardez nos sœurs, regardez nos femmes, regardez nos mères. Vous suivez bien mon regard. Où est la fierté de leur belle couleur, de leur belle mélanine, qui est exceptionnelle et qui regorge de qualités que même les occidentaux, les leucodermes envient? Est-ce que c'est un sens que vous soyez envié, mais que vous soyez en train de vouloir singer l'autre? Il y a un problème. Il y a un problème de lobotomisation du cerveau qui fait qu'on est devenu des coquilles vides dans lesquelles on a réinstallé un logiciel, celui de la manipulation, et on se laisse téléguider comme ça. C'est la zombification de l'humanité, et notamment des Africains. Quand on se décape la peau, quand vous avez appris les milliards de CFA
et les dizaines et les centaines, voire les centaines de millions d'euros qui sont dépensés chaque année pour les cheveux artificiels de Cubaines, de Brésiliennes, vivantes ou mortes, parce que ça fait joli. Je vous donne le chiffre, hein, c'est 3 750 milliards de francs CFA. Merci pour la précision. Où est la fierté? Parce que ça fait joli de faire la tête comme ça, parce que non, les cheveux crépus, et puis tout ce qu'on voit dans les séries télé, tout ce qu'on voit à longueur de journée dans les films, tout ce qu'on gobe et qu'on fait gober à nos enfants dès le bas âge par la pollution de la propagande mensongère culturelle qu'on regarde chaque jour à la télé, c'est ça qui nous façonne et c'est ça qui est notre nouvel évangile, c'est ça qui est notre nouveau repère. Regardez l'esclavage du copier-coller par rapport à l'Occident. Où est la fierté africaine? Vous pouvez respecter votre voisin. Si votre voisin passe le temps à venir, 1, commander, 2, essayer d'imiter votre démarche, 3, vous jurez comment vous êtes le plus beau, vous faites comment pour le respecter? Et après, de façon paradoxale, vous dites, pourquoi mon voisin ne me respecte pas? Je crois qu'il y a un problème. On vous comprend. On se dénigre soi-même, sa propre culture. Une petite histoire, 2 secondes. Je rencontre un jeune Camerounais qui vit à l'étranger et qui est venu faire des affaires encore fort heureusement, tout à son honneur. Et je le taquine en disant, oh vraiment, les Camerounais sont toujours... Et je ne suis pas Camerounais. Oh non, je ne suis pas Camerounais. Je dis, comment ça? Oh, je suis français, moi, je suis français. Non, j'ai renié la nationalité camerounaise. Et c'est une fierté. C'est une fierté. Mais vous voulez que vous parlez de réparation. Vous vous soumettez, vous vous couchez. Vous dénigrez. Et vous demandez qu'on vous respecte. Combien de Camerounais sont, même aux plus hautes fonctions, sont fiers de leur réalité contextuelle africaine et environnementale? Combien consomment Camerounais? Allez dans les salons de tous ceux qui font les beaux discours. Combien ont des meubles faits chez nous alors qu'on a du bon bois, on a des bons menuisiers? J'ai parlé de la fierté. Je termine cet aspect puisque je parle de pourquoi en fait de la situation et des préalables. Pourquoi la situation est ce qu'elle est. Et je parle des préalables, je parlais de la fierté. On le respecte un peu plus fort. Et je convoque au moins 2 éléments indispensables pour être un peu fort et respecter les autres avant de parler de réparation. Donc, c'est la fierté. Je viens d'exposer quelques éléments. Et l'unité. Le peuple africain est uni. Je crois que c'est un sujet, si on fait un sujet de baccalauréat, tout le monde aura 20 sur 20 parce que c'est un seul mot, c'est non. Les 3 lettres. Les Noirs américains considèrent qu'ils sont les Noirs d'un autre niveau. Oh, vraiment. Et ils ont même souvent du mal à s'assimiler. Je ne parle pas de tous, évidemment, je parle d'une bonne frange. Les Antillais aussi. J'y arrive. Les Nord-Américains, c'est les Noirs les plus proches du blanc. Des seigneurs. Qui ont eu le certificat d'évoluer. Voilà, d'évoluer, les plus évolués. Et donc, ils s'assument comme tels. Oh, I'm American. No, I'm American. Oh, you come from Africa. Oh, I'm sorry. How is it there? Oh, vraiment, vous sortez vraiment les pauvres. Parce que eux, ils ont atteint le Saint Graal. Juste après eux, vous avez les Antillais. Vous avez lu Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon. Oui, justement. Il explique à suffisance. Et en tant que médecin psychiatre, mais c'est juste extraordinaire. La façon dont il explique le complexe du colonisé. Les Antillais, pour un bon nombre, on ne parle pas des exceptions ici. Ils sont nombreux qui commencent à comprendre. Ils ne veulent même pas s'identifier aux Noirs. Lui-même, il raconte dans ce livre qu'il a fait face à des Antillais, ses frères Antillais, quand on évoquait seulement l'Afrique. Ils étaient les plus gênés du monde. Ils ne voulaient même pas. Ils sont nombreux, très nombreux qui pensent comme ça. Oui. Après, vous avez maintenant, parce que c'est par catégorie, hein, vous voyez qu'on descend là, en termes d'estime, en termes de considération, d'évoluer et les plus proches du Seigneur, des seigneurs blancs. Vous avez ensuite la diaspora. Non, mais quand vous êtes allé... Non, moi je ne vis pas ici. Je ne vis pas ici, c'est une... Quand ils arrivent, ils disent votre pays. Votre pays. Ah, mais chez vous. J'ai une amie qui était là dernièrement. Ça fait pas 6 mois qu'elle était partie. Elle me dit, mais chez vous ici, je trouve... J'ai dit, chez nous, tu es parti là hier. Non, mais chez vous ici, je trouve que... Oui, parce que... Et même les Africains qui sont restés sur le continent, quand vous demandez à nos jeunes filles, tu as un ami, tu as un copain, pour se valoriser, c'est mon copain ne vit pas ici. En fait, parce que ça fait bon. Non, il n'est pas avec nous ici, il n'est pas dans notre galère. Mais
Et enfin, donc, vous avez ceux qui sont là et qui sont considérés comme le dernier palier des Noirs, des Africains, des Afro-descendants en termes d'évolution. Vous êtes unis? Et puis on dit, pourquoi on nous dédommage pas aussi? C'est pas gentil, hein? Les Blancs sont méchants. Nous sommes au cœur de notre problème. On doit d'abord résoudre les problèmes de fierté. On doit résoudre les problèmes d'unité. Et ça passe par l'appropriation de notre histoire. Ça passe par l'éducation. C'est un triste tableau, enfin, hein, pour les là. Quand on nous parle, vous avez des Noirs qui continuent, et j'ai terminé quand je dis ça, à croire, à assumer, à accepter, à revendiquer. Moi, je discute tous les jours avec des gens, jusqu'à récemment, un aîné même de loin, j'ai fait allusion à ça une fois ici, qui assument et qui disent ce qui est une insulte à nos intelligences, mais et que vous dites, c'est peut-être seulement les Occidentaux qui pensent comme ça parce qu'ils seraient racistes. Mais vous avez des Noirs qui vous disent que la colonisation, c'était une bonne chose parce qu'on ne serait pas aujourd'hui habillé en veste, on n'aurait pas la clim, on n'aurait pas le frein, on n'aurait pas la voiture. Mais le système de freinage, stupide comme ils sont, j'assume, stupides et incultes qu'ils sont, ils oublient que le système de freinage, c'est un Noir qui l'a inventé. Que le système des rails de train, là, c'est un Noir qui l'a inventé. Que le système d'air conditionné... Vous allez trop loin. Dites-leur que les roues, rien que les roues, eh bien le caoutchouc, c'est ici. C'est ici. Et le système et que toute la Seconde Guerre mondiale, le caoutchouc sortait de Dizangue. Dites-leur comme ça. Et aussi. Que la maladie du sommeil vient précisément de l'exploitation du caoutchouc et de l'abusif par les colonisés. Et je termine donc ça en disant que quand on parle de civilisation et de barbarie, et là, je promets, j'ai vraiment terminé. C'est la troisième fois que je le dis, mais j'aurais vraiment terminé en une minute. Quand on parle de civilisation... Vous l'avez déjà dit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas terminé. De civilisation et de barbarie, Steve. Et j'aime reprendre cette parole, parce que comme je disais, ce n'est pas une question de qui l'a dit, c'est la pertinence qui compte. Quand Michel Onfray dit que une civilisation, c'est une barbarie qui a prospéré, moi, je prends ça précisément pour l'Occident, parce que c'est leur civilisation qu'ils ont imposée, oui, et qui fait qu'ils appellent les autres des barbares. Mais nous, on a toujours eu une civilisation, bon Dieu. Et une barbarie, en fait, c'est ce qui n'est pas propre à ta civilisation, c'est ce qui ne correspond pas à ta civilisation. Donc, en réalité, la civilisation occidentale est une barbarie jusqu'à ce jour par rapport à notre civilisation, et c'est à nous de nous réapproprier cette authenticité civilisationnelle et de nous réveiller. Et de nous réveiller. Là, vous m'avez rappelé justement un des sketchs de Jimmy Billon qui parlait d'une fille, une jeune fille, alors qu'on appelait Indale, qui était partie en Europe et qu'à 23 h, dès qu'on l'a appelée, elle parlait bien comme une blanche. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est un triste tableau que vous nous avez peint. Que vous nous avez peint. Et justement, honorable Marlise Dolabel voulait justement dire quelque chose là-dessus. Oui, et c'est là où l'adrénaline va vraiment monter. Va vraiment monter. Allez. Parce qu'il faut aussi qu'on se le dise, dans toute cette histoire, les dirigeants africains antiques ont été des complices. Ouais. Notre responsabilité est quand même engagée parce que nous ne pouvons pas avoir été que des... J'allais dire, même si on n'était que observateur, un dirigeant qui voit une diarrhée pareille, toute sa jeunesse partir dans des cales de bateaux et on n'arrive à rien faire. Peut-être qu'on n'en avait pas. Certains ont les assassinés aussi. Oui, certains on les a assassinés. Oui. Il y en a aussi qui ont vendu. Oui. Ok. Alors, peut-être une minorité, mais il y en a qui ont vendu. Est-ce que je peux te voler 30 secondes? Si tu ne finis pas en 3... Dans 30 secondes, tu me coupes. Si Messieurs, je vous rappelle que le temps... c'est un débat, mais c'est bien. C'est interactif. Également, c'est interactif. Allons-y. Vraiment 30 secondes, 45. Bon, juste pour dire quoi? Ah, vous n'êtes plus à 30 secondes, c'est à 45. Allons-y. Non, honorable. Oui. Bon, vraiment, hein, on ne va pas... Parce qu'on peut passer des journées à discuter, mais on est fondamentalement, on est d'accord sur l'essentiel. Oui. Mais faisons attention, c'est juste ce que je vais dire. Faisons attention sur cet aspect-là. C'est-à-dire que ça ne devrait pas, on ne devrait pas le dire, enfin, on ne devrait même pas le penser. Mais les Antillais et les Américains le pensent. Pourquoi? Non, mais ils ont tort. Mais c'est parce qu'ils sont... Parce qu'on leur a raconté justement cette histoire. Non, mais parce qu'on leur a raconté justement que leurs ancêtres les ont vendus. Juste que, quand on est dans un combat, il y a toujours... Ça, c'est défoncer une porte ouverte que de dire qu'il y a toujours des brebis galeuses. Mais les Français, avec le régime de Vichy,
ne disent pas que les Français sont eux-mêmes responsables. J'ai pas dit non, les Français, j'ai dit les dirigeants. Non, il y avait des rois. C'était pour nuancer. Pour dire en fait que c'est pour nuancer. Qui ont contribué à ce commerce triangulaire. Mais ils étaient infimes. En fait, en termes de respect, ils étaient infimes. Je te reprends ma parole. Bon, je voulais aussi également dire que ça a quand même duré 4 siècles. Oui. Et pendant ces 4 siècles, l'Église aussi a été complice. Toujours. Comment a-t-on pu admettre que la meilleure façon de s'occuper de ce problème, c'est de demander aux nègres de prier et d'accepter que, bon, en fait, ils sont des êtres inférieurs. 1454, début de l'esclavage, voilà. Nicolas V envoie une lettre d'encouragement et de bénédiction aux esclavagistes. C'est pour aller dans ce sens. Donc ils sont à l'origine. Ils sont même à l'origine. C'est ce que je dis qu'ils sont là. C'est même la mère. Pour moi aussi, je vais finir une. Allez-y. Pour dire que l'éducation, et je milite pour l'éducation, j'étais maîtresse dans une école en France. C'était à Bagnolet. Et j'avais constaté le malaise que j'avais déjà appris à l'école des enfants noirs dans cet environnement de blancs. Les enfants asiatiques n'avaient pas le même comportement. Les nôtres étaient déjà des petits esclaves dans leur tête. Pourquoi? Parce que même en famille, tels qu'ils vivaient, ils se rendaient compte qu'ils étaient des hommes de second ordre. Oui. Et alors je demande à ma directrice, parce que j'aime bien mettre les pieds dans les plats, je lui demande, et si on organisait des fêtes africaines, des fêtes par continent. Oui. Et comme ça, à l'école, il y aura une fête africaine où tous les enfants seront habillés en africain. On mangera africain, on écoutera la musique africaine, on racontera des contes, etc., etc. Bon, elle me dit oui, pourquoi pas. Elle me dit mais pourquoi? Je dis mais parce que la seule référence que ces enfants ont, c'est le blanc, avec tout ce que ça comporte. Pourtant, ils viennent d'ailleurs et ils aimeraient bien qu'ils soient aussi reconnus comme des personnes valables. Oui. Par exemple, à la télé, vous voyez, il n'y a même pas un seul noir qui, alors, vous savez ce qu'elle me dit? Il n'y a pas une seule noire qui s'habille à l'africaine pour parler. Donc, pour eux, ce n'est pas un référentiel être un noir. Elle me dit, oui, mais Marlise, quand même, il faut prendre la télé au sérieux. On ne peut pas aller à la télé avec un déguisement. Voilà. Donc pour elle, la tenue africaine, le pagne et tout ça là, c'est un déguisement. Oui. Mais je peux vous rassurer que ça a fait beaucoup de bien à notre petite école et les parents ont marché à 100%. Et le jour de la fête, la veille de la fête africaine, j'avais encore des parents blancs qui me disaient Marlise, s'il te plaît, dessine-nous une tenue qu'on peut, et où est-ce qu'on peut trouver les étoffes qui conviennent, etc. Tout le monde a joué le jeu. Et en faisant donc cela, ça mettait en avant ces enfants noirs africains qui jouaient des rôles importants, etc. Donc, dans nos petites écoles déjà, on peut commencer à inculquer à nos enfants la fierté d'être noirs, africains, camerounais. Absolument. Et bon, je te redonne la parole. On vous comprend parfaitement, messieurs. André Kisefanga, je vous poserai forcément ma dernière question. Sommes-nous prêts à être indemnisés? Sommes-nous conscients que nous avons souffert et que nous souffrons encore? Parce qu'il y a encore plusieurs Africains qui pensent que ce n'est pas aux Africains de demander une indemnisation et que c'est aux Blancs, enfin aux leucoderbes, disons-le comme ça, de nous indemniser et de le déclarer. Josolangos, je pense que s'il n'y avait pas de... Je ne sais même pas où nous sommes allés à l'école, hein, parce que on sort de l'ordinaire. Et si j'apprends là, sur le plateau, Madame Honorable, qui était en France, qui est enseignante en France, on se pose la question, mais est-ce qu'on a été formé dans les mêmes écoles? Parce que le raisonnement que nous avons ne ressemble pas à ce... Le raisonnement des autres là? Bien sûr. Et c'est ça la première révolution. C'est des gens qui sortent du lot, qui disent que maintenant, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, organiser d'abord des émissions comme celle-ci, mais c'est extraordinaire. Vous ne verrez pas à la télé des autres là organiser ce genre de débat. Parce que la vérité, c'est que tout commence par là, par cette éducation, par cette formation, par cette communication-là. Pour dire aux Africains que maintenant, nous avons subi des torts pour leur réveiller, parce qu'en réalité, ils sont dans un sommeil comateux. Les Africains dorment tellement. Et ils sont... Et là, je suis un peu d'accord avec Honorable. Parce que quand ces locodèmes sont venus, ces esclavagistes sont venus, ils ont amené le vin et ils ont amené le cigare. Et la Bible.
Bon, il préfère éviter ça, il est un pasteur. Messieurs, laissez terminer. Dans ce domaine, on aura beaucoup de... On va se tirer vous n'allez pas dire non, vous savez quand même que les catholiques sont arrivés avec la Bible, même si c'était des militaires. Écoutez, les catholiques n'ont jamais amené... En fait, la religion n'a jamais amené la Bible. Non, nous ne sommes pas là pour la Bible. Ils ont amené un certain nombre de règles. Vous comprenez un peu, parce que dans la Bible, il y a la vérité. Et véritablement, il ne peut pas avoir... Ces gens-là, ces missionnaires ne pouvaient pas se comporter de la sorte. S'ils avaient réellement lu... La preuve en est, il y a beaucoup de temps, l'église catholique, on ne lisait pas la Bible. C'est le prêtre seul qui lisait. Et les uniquement. Autres disaient, Amen. Voilà, c'était ça. C'était tout. Donc, on ne peut pas entrer dans ce domaine-là. Donc, j'étais en train de dire, ils ont amené le cigare, ils ont amené l'alcool. Et ils ont saoulé nos rois. La plupart de ces rois, de ces royaumes, quand ils étaient sous, ils ont commencé, on leur a dit non, on va prendre des hommes, on va. Et davantage, on donnait les caisses de vin, on donnait les caisses de cigares. Et c'est comme ça que l'esclavage a commencé. Et maintenant, c'est devenu un commerce lucratif. Ils se sont adonnés eux-mêmes à ce commerce-là, ces dirigeants de cette époque-là. Parce qu'en réalité, c'est maintenant les rois eux-mêmes qui envoyaient leurs soldats arrêter les garçons les plus forts du village. Il faut se le dire clairement. Donc, mais ce n'est pas sur ça que nous allons nous baser aujourd'hui. Nous nous basons maintenant que oui, il y a des faits historiques, il y a ce qui s'est passé, il y a la responsabilité, que ce soit du colon, que ce soit de nos rois et de tous ces personnages africains. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de s'imposer. Et nous allons nous imposer. Parce que la vérité, c'est que ils n'ouvriront jamais la porte qu'entrer. Pour nous permettre d'être dans le concert des nations. Non. C'est à nous de forcer cette porte-là et même la casser. Parce que ce qui est sûr, ils ont verrouillé, on va la casser cette porte-là. Peu importe les systèmes qu'ils ont mis, quand je parle de casser cette porte, que ce soit les portes culturelles, les portes économiques, politiques, financières et matérielles, tout cela, nous devons arriver par force pour s'imposer dans le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dans le domaine de la communication, dans l'éducation de masse. Sommes-nous prêts finalement là? Nous sommes prêts. Moi, je suis prêt. Honorable est prêt. Ella est prêt. Tu es prêt. Et ils sont nombreux comme ça qui pensent comme nous, les techniciens qui sont là, qui travaillent au quotidien, qui se lèvent tous les matins. Parce que l'une des faiblesses des Africains, c'est des grands jouisseurs. Les Africains sont des grands jouisseurs parce que vous allez retrouver des gens qui dorment encore à cette heure-ci. Parce qu'ils ont dormi dans un snack bar ou bien parce qu'ils ont passé toute la nuit à boire ou bien à faire des choses au contraire. Alors que nous devons être un peuple de travailleurs. C'est pour ça que nous encourageons les Africains de se lever tôt le matin et de travailler. Nous sommes des peuples travailleurs. Nous avons appris à travailler. Arrêtons de nous... Parce que quand je parle, je dis les colons sont venus avec le vin et le cigare. C'est pour ça que nous nous retrouvons. Nous avons qu'un style de vie qui ne tourne qu'autour de cette jouissance-là, de la fête. Cigare, cognac. Vous parlez des Antillais, mais ils ne font que quoi? Les Antillais ne font que quoi? C'est de danser. Mais vous allez faire quoi avec un peuple de danseurs? Ces gens-là vont produire quoi? Rien du tout. Donc aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui se réveillent tôt, qui travaillent, qui arrêtent de sourire même quand en pleine émission, parce qu'en réalité, la situation est grave. Si nous ne disons pas avec toute la fermeté que les Africains ont besoin de se réveiller et d'aller travailler durement, parce que nous allons nous imposer dans le système mondial à cause du travail. Et c'est les deux valeurs qui ne trompent pas, Dieu et le travail. Le reste là, ce n'est que pur mensonge. Si nous ne nous mettons pas à travailler durement pour faire changer la situation, on ne va pas nous respecter. Et les Blancs vont continuer à nous exploiter, la colonisation va continuer, l'esclavage va continuer parce que, et là, l'a bien expliqué, c'est la continuité. Quand vous travaillez chez Bolloré, vous êtes esclave. La preuve en est, ceux qui travaillent dans les palmeraies, là, travaillent sans gants. Les petits garçons de 15 ans sont dans les champs de palmeraies de Bolloré et continuent à être des... Allez voir les maisons que Bolloré a conçues pour ses employés dans les palmeraies. C'est des cases. Ce n'est pas différent de l'esclavage. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un système. Allez voir les salaires de tous ces gens. Regardez le salaire du directeur blanc et le salaire de l'ouvrier noir. Tu penses que dans les entreprises gérées par nous-mêmes, nous traitons mieux nos... Pas du tout. Mais nous ne traitons pas mieux. On est dans finalement, on a copié. On est dans un... Bien sûr. Le système capitaliste, nous avons copié le système capitaliste. Dans la plupart des entreprises camerounaises, ils se comportent comme des colons. On donne 40 000 francs de salaire. Je connais un PDG qui avait son chauffeur qui payait 40 000. Mais vous savez, le chauffeur a développé un système
comme il aimait trop les petites, le chauffeur allait chercher les petites. Et à chaque fois, il venait, c'est lui qui payait les maisons de ces petites-là. Donc, chaque mois, il avait au moins 1,5 million pour aller payer les maisons. Donc, vous voyez que le gars s'est taillé la part du lion au travers des petites. Donc, voilà le système. Donc, aujourd'hui, nous devons réveiller les Africains, nous devons travailler. Le travail, c'est l'une des premières des vertus. Arrêtons de dormir. Parce que si nous dormons, ils vont continuer à nous exploiter. Donc, je finis en disant ceci. Et ça dérange un peu. Je pense que le blanc ne nous a pas amené la Bible. Le blanc nous a amené la religion. La religion est différente de la parole sainte. Et tous ceux qui ont colonisé, ou bien qui ont eu des relents de colonisation, ont amené ces religions, que ce soit la religion arabe. Vous avez vu ce que ça a commis, que ce soit la religion, que des autres religions qu'ils ont amenées, pour imposer, pour essayer d'avoir une pénétration. La preuve en est, beaucoup se sont retrouvés avec la croix de Jésus en main, et on a pris tout leur or et leur diamant. Vous voyez un peu? Mais cette croix fait en quoi? En morceaux de bois. Il faut les voir marcher avec partout. Alors qu'eux, ils sont allés fabriquer des croix en or, chez eux. Avec. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes restés avec des croix en bois. Mais est-ce que nous allons continuer à rester dans cet esclavage spirituel pour dire qu'il faut créer notre évolution? Et je pense que cette appropriation de notre culture pas la sorcellerie, parce que les gens confondent la culture avec la sorcellerie. Cette appropriation culturelle, c'est-à-dire des valeurs humaines que nous avons. Parce que l'une des choses, oui, il y a des bonnes races, Madame Honorable, il y a des bonnes races. Il y a des races qui sont des anges. Les Africains sont des anges. La preuve en est, même quand Jésus était en difficulté, le Seigneur de l'univers est venu se réfugier en Afrique, quand les Blancs voulaient le tuer. Même les propres frères juifs ont voulu le tuer. Il est venu se réfugier où? En Afrique. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes la race de lui qui préserve l'humain mieux que tous les autres. Et nous devons penser comme ça en disant, nous allons arriver à la réparation, mais pour arriver à la réparation, il faut une révolution. Et cette révolution commence par la révolution de la pensée, la révolution spirituelle, la révolution économique. Parce que le système économique que nous utilisons aujourd'hui n'est pas un système. Nous avons un système économique qui marchait très bien. C'est-à-dire le système de l'échange, on appelait ça, comment on appelait ce système de commerce? Le troc, exactement. Ce système de troc. La première monnaie, c'était en Afrique. Même la monnaie, on n'a pas. Même en monnaie, qui nous a apporté la monnaie. Donc, je ne parle pas de monnaie, je parle d'échange. Il faut dire que même en termes de monnaie, on était précurseur. Donc, vous voyez qu'on a des choses qu'on a apportées à l'humanité. Le jazz qui se joue partout dans le monde aujourd'hui, c'est une musique africaine. La samba, qu'on danse un peu de partout, que ça soit au Brésil et tout le reste là, c'est une musique africaine. Donc, on a apporté des choses, le rap et tout le reste, on a apporté des choses dans le monde aujourd'hui. Même dans le domaine de la spiritualité. Vous savez que la France ne peut pas gagner un match de football s'il ne part pas au Sénégal. La France doit gagner un match de football quand il va rendre visite au Sénégal. Bon, allez savoir. Oui, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire quelque chose pour bien préciser que mon attitude ne doit pas être assimilée au rejet de la Bible et de la religion. Non, non, bien sûr. Mais c'est juste pour dire que le colon a utilisé la Bible pour asservir. Tous les éléments sont nécessaires pour gagner un combat. Voilà, maintenant, tout ce qui est dans la Bible et qui nous nourrit spirituellement n'a rien à voir avec ce qu'ils en ont fait. Exactement. Vous comprenez? Exactement. Donc, il faut quand même le relever pour le dire que ça a été un des instruments qui a accompagné et l'esclavage et la colonisation. Exactement. Merci, messieurs. Je suis très d'accord avec vous, honorable. Je suis en train de simplement dire que nous, maintenant, vraiment, on sort de l'ordinaire, hein, parce que avoir ce genre de raisonnement en un temps comme celui-ci, où tout le monde est calqué à l'occidental, alors là, il faut vraiment être des génies, parce que penser comme nous, ayant fait des études, ayant été même, vous avez été en France, mais quand il a parlé tout à l'heure des gens qui sont... Mais non, 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 dans votre pays là, non, oh là là. Messieurs là, vous avez oublié une catégorie de personnes aussi très dangereuses. Pas dangereuses en tant qu'eux-mêmes, je crois qu'ils ne sont même pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Ce sont les enfants qui vont dans les écoles de blancs françaises. Oui. C'est-à-dire que ces enfants-là, quand on les observe, quand on les écoute, ils développent un complexe de supériorité, simplement parce qu'ils vont à Savio, parce qu'ils vont à tel établissement. C'est extrêmement dangereux de fabriquer une élite
qui va douter d'elle-même et qui va penser comment même d'abord dans un système scolaire, on doit avoir des écoles différentes? Comment on doit avoir une école française au Cameroun? Ce n'est pas possible, ce n'est même pas croyable. Mais pour que les enfants nés des couples expatriés puissent être réinsérés facilement quand ils rentrent chez eux, qu'ils ne soient pas trop déconnectés. Bon. Mais je connais les Canadiens. Ça veut dire que la question c'est pour... Monsieur, permettez-moi de lire les mises. Merci, monsieur. Maintenant, vous, les Africains, Merci, vous mesdames. envoyez Merci, vos messieurs. enfants là-bas faire quoi? Merci, messieurs. Merci, Parce qu'on mesdames. pense que c'est le meilleur système scolaire. Permettez-moi de lire le message de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour Stevie au panel, heureux de vous retrouver encore ce matin. Je vois que votre émission est en train de susciter la prise de conscience dans toute l'Afrique. Conséquence, le Bénin plongé dans le noir pour dénoncer un coup d'État institutionnel qui permet au président Talon de briguer un nouveau mandat alors qu'il avait promis faire un mandat pour faire le job. Steve, franchement, le Bénin est à feu et Dieu seul sait où nous allons, qu'Allah vous garde. C'est Malik Sabam qui nous écrit justement depuis Porto Novo du côté du Bénin. Bonjour Chengos, les critiques avec la ministre Taubira sont le fait qu'elle n'en parle que de l'esclavage des leucodermes sans mentionner l'esclavage des Arabes qui a duré 1400 ans. Personnellement, je refuse les réparations maintenant sans d'abord réparer la société noire malade. Si nous recevons un chèque aujourd'hui des colonisateurs, ils vont récupérer tout cet argent en quelques jours. Avec les corrompus que nous avons là. Parce qu'on voudra nous acheter des voitures, maisons et or. Nous ne fabriquons rien, ils détiennent l'économie. Vous faites un très bon travail, même comme les pasteurs ennemis de l'Afrique sont toujours invités sur les plateaux. J'aimerais avoir le contact de monsieur, de frère, et là, si possible, je vous souhaite une très bonne journée. C'est Kouma et Zali qui nous écrivent le plus 44. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Bonjour Steve, bonjour à vos panélistes. L'Occident a toujours été criminel. Réunissons-nous pour les combattre. Même nous n'avons pas des armes. David a vaincu Goliath par le caillou. Nous allons les combattre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Et nous sommes prêts. Nous allons les attaquer. C'est Constantin depuis Kribi, la ville balnéaire. Kwame nous a également écrit ce matin, quelle tristesse de voir dans les commentaires tant de haine. L'œil accusateur est aisé, celui de la remise en question est plus dur. Non, madame honorable frère, et là n'a pas voulu dire ce que vous pensez, causer ensemble en off. Je vous embrasse tous sur le plateau. Quoi, mais il n'y a pas eu de divergence, ne vous inquiétez surtout pas. C'est peut-être vous qui n'avez pas compris. Et là encore, on a des messages. Bonjour Steve et à toute la grande famille de DBS, la matinale. Un grand salut particulier, plein de respect à tous les panafricanistes aguerris. Honte à tous les endocolons qui ne pensent qu'à eux, au détriment de l'Afrique, berceau de l'humanité. C'est Thompson errant depuis Bédia Douala pour la thématique de ce matin. Je vais d'abord demander une minute de silence pour nos ancêtres qui travaillaient comme des machines sans repos, ventre affamé, qui étaient tuées sans état d'âme par les leucodermes. Ces vaillantes femmes africaines violées avant l'arrivée des colons. L'Afrique avait 8,5 millions d'habitants et après la soi-disant abolition de l'esclavage qui a seulement changé de forme en enlevant les chaînes de l'esclavage que nos ancêtres portaient au cou pour les mettre dans le cerveau de ceux-là qui ne veulent pas reconnaître leur véritable histoire. L'Afrique avait 150 millions d'habitants. Où était la grande majorité des Africains assassinés pour la majorité et d'aucuns pris en otage? Africains, réveillez-vous, la liberté ne se négocie pas. Votons les lois telles. L'Africain qui trahira son pays comme le chef de l'État ivoirien doit être condamné à vie et lui couper tous ses 4 membres pour servir d'exemple aux autres. L'Afrique est bénie par Dieu. Vous aussi soyez bénis au plateau. Thompson Errant qui nous écrit depuis Bédi. Merci également à vous de nous avoir écrit. Bonjour Monsieur Steve et à tous les panélistes qui sont sur le plateau. Je salue la brillante et courageuse analyse de Monsieur Paulella. Elle est là concernant la thématique de ce matin. J'espère que ce message passera et aidera les Africains à sortir de cette situation de lobotomisation et d'aliénation, car il faudrait leur faire comprendre que l'Occident et l'Europe ont bâti leur bien-être et leur progrès avec la sueur et le sang des esclaves. Et ceci, nous décidons de ne pas l'oublier. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple sans mémoire et les Africains doivent connaître leur histoire pour guérir de leur mémoire. Je vous souhaite une excellente journée à tous et le combat de l'éveil de conscience continue. Monsieur Mpako Bertrand, depuis Rosny, depuis Milan, c'est en Italie. Ils sont nombreux. Bonjour Steve, je vous salue. Je salue l'intelligence de tes invités. Il faut dire à Paulella qu'il a un franc club à Garoua. Merci de m'ajouter sur votre groupe WhatsApp. C'est Frédéric qui nous écrit depuis Garoua ce matin.
Bonjour monsieur, ainsi que les panélistes. Le seul président africain qui a osé parler de la traite négrière, c'est Thomas Sankara. On l'a tué. François Mitterrand, Blaise Compaoré, Félix Houphouët-Boigny et Yadema et Omar Bongo. Ce sont ces présidents qui ont travaillé pour l'Europe. Les nègres de maison, c'est Bouakar qui nous écrit depuis le Burkina Faso. Comme a dit Malcolm X, il faut rendre coup pour coup pour que les marchands des esclaves noirs africains sachent que nous avons droit à une grande liberté. Même le franc CFA est un génocide. Merci à vous. Et Bouakar depuis le Burkina Faso ce matin. Steve Ngo et son panel, bonjour. Quelles que soient toutes les convenances et pratiques diplomatiques qu'on aura usées, monsieur Steve, il faut qu'on sache que le mépris avec lequel l'Occident traite les pays d'Afrique noire, la précision vaut la peine, n'a d'égal que la manière dont l'Occident nous manipule dans l'échiquier international. Qui a libéré la France des griffes de l'Allemagne? C'est toujours les Noirs. Est-ce que cette France peut évaluer cette libération? Mon père a fait toute l'Afrique du Nord, toute l'Europe, et il a terminé en Indochine. Il est rentré sergent-chef de l'armée française pour qu'on lui donne 22 000 francs par mois. C'est monsieur Otou, Aïfoulana Yaoundé. Pardon Steve, il faut lire plutôt 22 000 francs par trimestre. Voilà, ce n'était pas par mois. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs ce matin. On vous a compris, monsieur Otou, depuis Fulana Yaoundé. Bonjour encore une fois de plus à DBS. Ce matin, je voudrais rappeler à nos confrères africains qu'il n'y a aucun moyen d'inclure dans notre système éducatif notre histoire tant que ces gens au nez pointu continuent par tourner autour de l'Afrique comme des vautours. Nous sommes en guerre, comme l'a toujours dit le président Badakali. S'il vous plaît, honorable, est-ce que c'est parce que vous faites partie du parti au pouvoir que vous voulez pas le dire clairement qu'il faudra chasser les Occidentaux de l'Afrique car ils en ont assez fait? Je le dis juste parce que je constate que vous voulez pas être catégorique dans vos propos. Mais non, vous n'avez pas bien compris. Comme les autres panélistes. Zig Balèze qui nous écrit, Zig Balèze Trésor, depuis le Togo, nous a écrit ce matin. Bonjour monsieur Ngos, très bonne thématique. Lorsque cette dame sur le plateau parle de bâtir ensemble, elle fait allusion à quoi? Peut-on bâtir ensemble lorsque les propriétaires de la richesse sont les auxiliaires de l'administration? Peut-on bâtir ensemble lorsque nous n'avons pas de contrat social? Peut-on bâtir ensemble lorsque toutes les décisions sur l'exploitation de nos richesses sont centralisées dans la consultation des peuples autochtones? Pourquoi le contentieux hystérique n'est pas d'actualité au Cameroun? Pourquoi nos héros à partir de Dola Mangabel ne sont pas célébrés au Cameroun? Et la dame nous parle de bâtir ensemble lorsque son propre grand-père a versé de son sang pour nous tous. Une question à la dame, pourquoi la mort de Dola Mangabel n'est pas un jour férié au Cameroun? Vous répondez à cette question? Non. Oui. 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 Allez-y. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit posé de cette manière. Oui. Quand on bâtit justement ensemble, oui, c'est ce type d'échange. C'est ce type d'échange qui peuvent participer justement, parce qu'on arrive à j'allais dire des solutions ou des actions consensuelles qui nous mettent en paix. Donc le fait que ce ne soit pas que Douala Mangabel et je suis fier de faire partie de sa famille, de sa descendance. Il y en a également d'autres qui sont morts également le 8 août, pendus ou fusillés, des résistants camerounais de par le Cameroun. Donc c'est une réflexion qu'il faut mener certainement pour le Panthéon. Est-ce qu'il ne nous faut pas un Panthéon justement pour les héros? Est-ce qu'il ne nous faut pas une journée pour ces héros au-delà de Douala Mangabel que nous célébrons déjà le 8 août de chaque année dans le peuple Sawa et plus particulièrement chez les Douala. Mais mon fils, ce n'est pas parce que ça n'existe pas que je ne vois pas l'intérêt d'en parler et en discuter. Et c'est ça qu'on appelle bâtir ensemble. Et justement, c'est ça, bâtir ensemble. Bonjour DBS, merci infiniment du travail quotidien, que le Tout-Puissant vous protège. Ce n'est pas facile, mais on ne doit pas abandonner, car Dieu même aime celui qui n'abandonne jamais. Je salue maman, qui est aujourd'hui sur le plateau. C'est Aliou qui nous écrit depuis Bamako, au Mali. Toujours des messages, messieurs, bonjour DBS, une perte de dignité totale chez l'Africain. Paul est là chaque fois, je te suis, je te sens remonter, je te donne raison, car c'est incroyable de voir que son frère africain continue d'accepter d'être piétiné par le banc. C'est Mensa, depuis Cotonou, au Bénin. Bonjour Steve et au panel, à titre d'information, même le fondateur de l'armée de Russie, un noir Kotoko de l'Afrique centrale entre le Tchad, Cameroun. Merci, c'est Mahamad Zéné Oumar Abdelaziz depuis N'Djamena au Tchad ce matin. Bonjour Steve Ngos, monsieur Ngos, votre débat est important et enrichissant. Moi, je dirais qu'il faut rentrer à la base de l'éducation acquise jusqu'ici. Il n'est pas tard, mais tout ceci passe par la volonté des personnes que le Seigneur nous a données comme gouvernants. Monsieur Benoît Lanvin qui nous a également écrit ce matin. On a dit d'ailleurs sur ce plateau. Bonjour
à tous sur le plateau la façon de réparer et d'indemniser le préjudice de l'esclave des Noirs, ou l'esclavage des Noirs africains, c'est de nous réapproprier de nos propres valeurs à travers l'éducation et notre apprentissage. Depuis des années, nous demandons à nos gouvernants de modifier systématiquement nos programmes scolaires et universitaires en enseignant à nos enfants la vraie histoire africaine. C'est de là le véritable problème. Tant nous ne connaissons pas notre propre histoire, nous serons pas capables de sortir de l'esclavage qui a pris une nouvelle forme. N'attendons rien de l'Occident, car c'est accepter encore des insultes. Mais Steve, le combat que vous menez, le travail que vous faites déjà, prend déjà corps, et merci pour cet éveil de conscience. Chapeau à ce panel, Steve. Pourquoi faire encore la publicité de ces bandits de Canal+. C'est Bamagwate qui nous écrit depuis le Baba. Ce matin, c'est un doigt là. On vous comprend parfaitement, messieurs. Bonjour à vous, c'est Henri de PK13. Au problème de l'Afrique, c'est l'Africain, le complexe d'infériorité. Même la colonisation commence dans le subconscient de l'Africain. Il vit comme un blanc, il paye comme un blanc, il vit comme un blanc, et Tessera, le réveil devrait commencer dans le subconscient de chaque Africain. Jamais on ne dit ils assassinent, ils assimilent, ils exploitent, ils pillent, ils torturent et maltraitent comme un blanc. Une preuve peut-être anodine, quand tu commets un lapsus ou tu parles mal français, ce sont tes propres frères qui se moquent de toi. Mais que c'est triste et honteux. Merci à vous également qui nous avez écrit ce matin. Je vais lire 2 ou 3 messages encore, voilà, un seul d'ailleurs. Bonjour DBS, bonjour Monsieur Ngos et à tous les invités. Notre problème en tant qu'Africains est que nous n'assumons pas l'image que nous avons de nous. N'est-ce pas ce que nous sommes, mais en plus celle imaginée, créée, imposée par nos prédateurs. Comment pouvez-vous dire à un Africain à qui on a dit que ce monde n'est que vanité et en quoi il croit fermement de demander réparation pour un ou des crimes que ses ancêtres ont subis, dont ils ignorent même la réalité. Si on parle de l'esclavage, les Africains pensent que ces blancs sont les blancs étaient venus organiser les fêtes en Afrique. Comment un noir à qui on a dit que tout est grâce et le répète sans réfléchir peut-il demander réparation ou indemnisation à son maître qu'il considère comme un être supérieur? Je suis d'accord avec Paulela, même l'esclavage dont vous parlez, même c'est les Noirs et les Arabes qui l'avaient commencé premièrement. Donc, nous les Noirs, il faut qu'on se respecte les uns les autres et qu'on se valorise. Ok, cherchons connaissance chez les Chinois. Regardez comment ils respectent et sont intègres même tout leur appareil en leur langue. Zachary Yao Togo, Sokode, en tout cas, moi, je suis prêt. Merci également à vous. Vous êtes très nombreux à nous avoir écrit ce matin. Vous êtes même très, très nombreux. D'ailleurs, là, c'est vraiment un gros problème. Hein. Vous êtes très nombreux à nous écrire, mais on ne pourra pas lire tous vos messages ce matin. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit Général Cœur de Lion, bonjour aussi, pourquoi vous ne lisez pas les messages qui parlent de vacances, de pouvoir? Ça n'est pas le sujet. Je vous dirai ça ce matin. André Kisefanga, merci d'avoir été là ce matin. Ben, je voulais rappeler que les Africains, on a été au sommet du monde et on continue, on va revenir au sommet du monde. Et nous sommes même au sommet du monde parce que tout l'environnement mondial aujourd'hui est calqué, est inféodé par la puissance noire. Et quand quelqu'un rappelait là tout à l'heure que l'un des militaires, Abraham Hannibal Petrovic, qui est un Africain, un Camerounais du Logon, dans le lac, qui a formé l'armée de Russie et qui a même toute une ville en Russie. Donc, c'est un brillant Africain. Donc, partout, vous allez voir des référentiels, partout dans le monde où il y a des Noirs. Donc, l'une des premières des choses, c'est de révolutionner notre pensée, notre culture, notre façon de faire les choses. De penser que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes des hommes dignes qui peuvent apporter quelque chose dans ce monde. Et ce monde ne peut pas vivre sans le noir. Honorable Malice Dolabel, merci d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir convié. J'ai passé un bon moment avec mes co-panélistes et vous, bien sûr. Et merci à l'équipe qui permet à cette émission de se réaliser tous les jours. Merci. Merci d'avoir été là ce matin. Paul, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Merci. Les réparations doivent avoir un préalable, c'est l'unité de l'Afrique, c'est la fierté africaine. Et tout cela passe par la réappropriation culturelle, ça passe par l'éducation, ça passe par la revalorisation de nos réalités contextuelles sur le plan spirituel et la liberté économique et politique suivront. Je termine aussi en disant qu'il est très important de se souvenir que, en prenant exemple sur, une fois de plus, le peuple juif, que je n'ai jamais vu, ça c'est plus à l'attention de mes deux copanélistes, je n'ai jamais vu un juif, et c'est important de le souligner, pointeux du doigt des responsabilités sur le peuple juif dans l'Holocauste ou la Shoah.
Donc, soyons stratégiques. Il y a des subtilités qui peuvent nous nuire à nous-mêmes en menant un combat, mais en nous indexant encore comme étant responsables, même en partie. Tout ça fait partie de la stratégie. Merci beaucoup, messieurs et madame, d'avoir été là ce matin. Et là, on ne s'est pas séparés finalement. En même temps, monsieur est là. En même temps, quand c'est un débat scientifique, il faut aussi avoir le courage de dénoncer certaines choses. Parce qu'on continue à avoir ce genre de comportement dans nos Les endoctrineurs existaient déjà avant, messieurs. Merci d'avoir été là ce matin. On continue à avoir des traîtres dans nos maisons jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut et il y en aura toujours. Et on aura toujours. Donc il faut les mettre déjà à carreau pour leur dire que vous êtes responsables de cette situation. Alors tenez bien sur vos gardes parce qu'on va s'en charger de vous. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de... Il est aussi important de souligner que de nombreuses entreprises et des institutions ont présenté leurs excuses pour leur implication passée dans le commerce des esclaves. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.